puis la saison 2, bah pareil, comme le Kaïd, vous avez fait un build-up absolument parfait. Ils ont fait un build-up absolument parfait sur le Punisher, quoi. C'est que le mec, premier épisode, on est quasiment tous convaincus que c'est une armée qui a massacré les Irlandais, que c'est une armée qui a massacré les Dogs of Hell, c'est une armée qui a massacré les Mexicains, et qui a massacré donc les 3 quarts des gangs qui restaient à New York. Et au final, on découvre que c'est juste un homme, et que c'est un militaire extrêmement entraîné, et que c'est donc Frank Castle, le Punisher, et le build-up sur ça est parfait. Jusqu'à le moment où on voit son visage, et ça conclut l'épisode 1, avec le bang, quand il tire sur la tête de Daredevil. Donc vraiment, l'introduction du Punisher est aussi très très bien, et ça fait partie aussi des quelques éléments qu'ils n'ont pas repris des comics de Frank Miller, mais qu'ils ont repris des comics de Garth Ennis, des comics Punisher de Garth Ennis, où ils ont repris le panel culte du comics Punisher de Garth Ennis, où le Punisher prend Daredevil en otage, et lui scotche un pistolet sur la main, et l'oblige à tuer un criminel, ou à le tuer lui, je sais plus. Mais donc ils ont réadapté cette scène-là dans l'épisode 3 de la saison 2 de Daredevil, et de base la saison était superbe. L'épisode 1 où t'as introduit Daredevil, presque comme Batman, en fait on le voit battre les criminels, mais là on le voit pas dans le cadre, ou sinon on le voit très très vite dans le cadre. Donc on l'y connaissait vraiment comme un Batman, jusqu'à la fin de ce petit combat en église, pour bien symboliser l'identité de Daredevil. Puis dans cette saison-là, on a beaucoup plus de money shot sur Daredevil, qui est sur une croix, qui est sur une église, qui est l'imagerie classique du personnage, quoi. De toute façon, ils ont repris plein d'imageries qui rendent hommage aux comics avec la série Daredevil. Mais donc on s'inspire de Garth Ennis sur ça, et j'ai bien aimé le fait qu'on rajoute aussi un défi beaucoup plus fort sur Nelson et Murdoch, en rajoutant le personnage de Reyes qui est la procureure du district, et qui a donc beaucoup plus de poids financier et politique que la firme Nelson et Murdoch, qui eux ne représentent pas grand chose à l'échelle d'elle en fait. Donc j'ai bien aimé le fait qu'on donne aux avocats dans cette saison 2 là un enjeu encore plus fort que dans la saison précédente, où cette fois dans cette saison ils doivent affronter l'impossible, affronter la procureure générale, donc contre le Punisher, donc par rapport à l'affaire Frank Castle, à l'affaire Punisher. Et donc toutes les scènes d'action encore une fois sont très très bien filmées, on voit à quel point les méthodes de combat entre Daredevil et le Punisher sont différentes, c'est que lui il est beaucoup plus brutal, beaucoup plus militaire, beaucoup plus stratège que Daredevil qui est beaucoup plus dans l'offensif dans ses combats, et c'est aussi ça qui fonctionne bien dans cette rivalité. Puis John Bertal est évidemment parfait dans le rôle, c'est que lui aussi a une rage en lui qui influe en lui, qui le rend parfait, c'est que le mec, il n'a pas nécessairement la stature du beau gosse qu'on aurait tendance à imaginer dans les comics Punisher, on va dire, mais il a la rage, il a le côté terre-à-terre, urbain, on sent l'histoire, on sent que c'est un personnage qui est marqué par son visage, et au début on te le met en avant vraiment comme un personnage antagoniste, quoi. C'est un ennemi de Daredevil, c'est un personnage qui massacre tout le monde dès qu'il veut, il y a un mec qui lui propose des vidéos pédophiles, bah lui il va massacrer le gars, à coups de bâton, c'est un personnage qui est extrêmement ambigu, jusqu'à cet épisode 3, où en plus ça tombait bien parce que la saison était diffusée durant la période de Captain America Civil War, on remettait en jeu la légitimité de l'existence des super-héros en fait. On légitimait cette existence-là, et donc on avait tout ce débat entre Daredevil et le Punisher, où tu as Daredevil qui était contre le fait que le Punisher tue, et le Punisher qui justifiait sa méthode sur le fait que les criminels ne s'évaderaient jamais de prison si juste il les tuait purement et simplement. Et donc cette séquence est une des séquences les plus iconiques de la série Daredevil, et ça nous amène à un plan séquence absolument excellent en épisode 3, du coup où il descend toutes les marches d'escalier et il affronte tous les membres du gang de bikers, qui est absolument parfait. En plus ça s'inspire des comics avec cette cover de comics où t'as Daredevil qui tient un gun, qui reprend aussi là avec son grand sourire un peu sadique de Daredevil aussi, donc qui met encore une fois en doute son allégeance. Et là aussi ils ont repris quelques éléments des comics Punisher, dont notamment le gang des Irlandais, avec le personnage de Nesbitt, le personnage de Finn Cowley, qui est le personnage qui va essayer de tuer donc le Punisher dans l'épisode 4. Le personnage de Finn Cowley, j'aurais aimé qu'on fasse un peu comme dans les comics. Dans les comics, c'est un ancien vétéran de l'armée qui a vu son visage se faire exploser. Du coup, il met son visage comme un masque en fait. Du coup, ça lui donne un design intéressant. Malheureusement, ils n'ont pas utilisé ce concept-là sur ce personnage-là, mais c'est pas grave non plus, c'est un personnage secondaire. Mais j'aime bien le concept du personnage de Finn Cowley, qui est un peu l'opposé du Punisher, en fait. C'est que tout ce que fait le Punisher, il le fait pour venger la mort de sa famille, et Finn Cowley, lui, il a son fils qui se fait tuer, et lui, tout ce qu'il veut, c'est récupérer son argent, plus que son fils. Donc il y avait ce duo-là qui était assez intéressant, contre le Punisher qui se fait torturer par ce personnage-là. D'ailleurs, tu as le chien qui libère, qui s'appelle Max, qui est le chien du Punisher dans les comics. Bon, qu'ils n'ont pas ramené plus tard, malheureusement, c'est un peu dommage. On a aussi le van du Punisher également des comics, qui est un van classique là, c'est pas le van super bien équipé des comics non plus, on reste dans un univers réaliste terre à terre. Mais on a ces éléments assez iconiques de l'univers du Punisher qui sont présents. Et
Et donc tu as toute cette séquence où tu as le Punisher qui se fait torturer, et à la fin, on voit qu'il a quand même réussi à s'évader de par lui-même, et ensuite Daredevil l'aide. Et tu as ce monologue absolument culte qui te dévoile l'humanité qu'a le personnage du Punisher, de Frank Castle, où il te raconte une anecdote sur sa fille, à Daredevil, et tu as Daredevil qui est presque en train de pleurer sous son masque pendant que le Punisher, chevêtri sur un cercueil, donc tout est symbolique dans le visuel, raconte l'histoire de la mort de sa famille à Daredevil qui s'attache presque à lui. Et donc tout ça va mener à l'affaire Punisher, bien sûr, où Daredevil va tout faire pour le défendre. Et encore une fois, la série a toute cette capacité à réussir à rendre des personnages détestables, attachants, et à les tuer au pire moment, parce qu'on avait le personnage de Grotto, qui dans les comics c'est juste un vieil homme de main de l'univers de Daredevil. Là on te fait un membre des Irlandais qui a une grosse merde, qui a tué une mamie, etc. Et là, ils arrivent à presque te le rendre attachant par la relation qu'il entretient avec Karen en tant que client et avocate, et par le fait qu'il a peut-être une chance de rédemption, et à la fin, le Punisher le tue malheureusement. Donc ils arrivent à développer les personnages de la meilleure des manières par rapport à ça, comme avec le personnage de Black Tower qui à un moment donné se rend compte qu'il est qu'il est coincé dans une conspiration dangereuse par rapport à la procureure générale aussi. Donc tout ça est très intéressant. Et puis, la saison 2 va baisser en qualité. Parce que la saison 2 va nous introduire l'arc d'Elektra. Et moi, j'apprécie plutôt l'arc d'Elektra, mais je trouve qu'elle est quand même assez faillible, dans le sens où, autant j'aime bien la réinvention qu'ils ont faite d'Elektra, c'est que contrairement aux comics où Elektra, c'est un personnage qui est plutôt froide, plutôt discrète, c'est une vraie ninja, là ils ont fait d'Elektra un personnage qui est beaucoup plus sadique, qui aime bien se battre, qui aime bien tuer, qui a un côté beaucoup plus énergique, beaucoup plus pétillante, on va dire. En plus, elle est interprétée par Elodie Yung, actrice française, qui est excellente dans le rôle. D'ailleurs, ramenez-la pour Born Again, s'il vous plaît. Parce que là, pour le coup, dans le canon, elle est morte depuis 10 ans, genre. Donc il faudra la ramener au bout d'un moment. On sait pas ce qu'elle a foutu depuis 10 ans. Et du coup, le personnage est très très bien. C'est que j'ai bien aimé, encore une fois, l'utilisation des procédés de flashback qui ont rythmé, encore une fois, ces 13 épisodes, et qui nous montraient qu'elle a en fait vécu la même backstory que Daredevil, en fait. C'est qu'elle a aussi été entraînée par Stick, et à un moment donné, Stick aussi l'a abandonnée. À la différence que Stick a réussi à l'entraîner jusqu'au point où elle soit capable de devenir une tueuse, contrairement à Matt Murdock qui lui était doté de beaucoup trop d'humanité en fait. Et donc on a toute cette séquence là où donc elle va être adoptée par une famille de riches, les Nachios, donc qui fait qu'elle est riche comme dans les comics. Donc en plus on l'avait mentionné dans la saison 1, et donc on a le flashback de sa rencontre avec Matt Murdock en saison 2, où du coup on voit comment il rencontre Elektra, et qu'on voit à quel point tout ça n'était pas du hasard. Et j'aime bien la manière dont à chaque fois il rase la barbe de Charlie Cox pour lui dire qu'il est plus jeune. Je trouve qu'il fait plus jeune en vrai quand il rase sa barbe, ça marche bien. Et donc j'ai bien aimé cette séquence là où il ramène l'homme qui a tué son père, donc Roscoe Sweeney, comme dans les comics, d'ailleurs c'est lui qui l'a tué aussi dans les comics, Roscoe Sweeney, qu'on appelle le fixeur aussi dans les comics. Il le tabasse presque à mort, et ensuite Matt arrête de le tabasser à la déception d'Elektra. Et j'ai bien aimé le fait que durant ces flashbacks, on te montre à quel point c'est l'amour de sa vie, il l'aime plus que tout, ils vont vivre une vie de rêve, en plus elle est riche, etc. Et que cette limite de tuer a fait que Matt a abandonné cette vie de riche qu'il aurait pu vivre avec Elektra, parce qu'elle a failli faire de lui l'homme qu'il ne veut pas être en fait. Et c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement bien dans son évolution, et qui va bien se mettre en parallèle avec les missions qu'il a dans l'arc d'Elektra. Moi j'aime bien en vrai l'arc d'Elektra, dans le sens où j'aime bien le fait qu'on confronte Daredevil à des environnements beaucoup plus classe, beaucoup plus riches, où du coup tu vois Matt Murdock classe, avec ses lunettes rouges, avec un petit smoking. Je trouve que c'est quelque chose qui va bien avec le style de Matt Murdock. Je trouve que Charlie Cox et Matt Murdock correspondent bien, je trouve, à l'univers un peu, à cet univers un peu riche de Elektra. Je trouve que ça correspond bien. Et j'ai bien aimé avoir ces missions un peu plus légères, dans le sens où ça a atténué un peu les missions très très dark qu'on avait avec le Punisher dans la saison 2. De voir Daredevil user de ses sens pour exercer des missions d'infiltration, et donc kidnapper des gens, kidnapper un objet, voler un objet, et affronter des ninjas avec Elektra, jusqu'à la révélation que tout ça est en fait les machinations de la main. Donc tout ce qui touche à Roxxon Company, qui est une compagnie qui existe dans les comics aussi, se relie à la main. D'ailleurs, une petite déception, et l'un des rares points où je préfère le film de Ben Affleck que la série Daredevil, c'est moi j'aime beaucoup le fait que le film de Ben Affleck nous montre tout le temps la vision de Daredevil. Dans les comics, Daredevil a une vision typée sonar, qui fait que toute sa vision est un mélange de sons, qui arrive à apparaître dans son champ de vision plus ou moins visible, je sais pas, je dis un peu de la merde. En gros, dans le film Daredevil de Ben Affleck, on arrivait à nous montrer le champ de vision de Daredevil, et à nous montrer la mesure dont il pouvait voir ou comprendre un élément par rapport à l'effet d'onde sonore qu'ils arrivaient à mettre en scène dans ses visions. Et donc, par exemple, on arrivait à nous montrer que quand il pleuvait, Daredevil voyait mieux quand il pleuvait
que quand il pleut pas. Et c'est quelque chose qui est plus ou moins sous-entendu quand il a son premier crush avec Karen Page, mais on nous le dit jamais qu'il voit mieux Karen quand il pleut parce que t'as toute la pluie qui tombe sur elle. Et du coup, ça crée des ondes sur elle qui fait que pour lui, elle est plus lisible. Donc ça, ils l'ont jamais traité par exemple dans la série Daredevil. Et c'est dommage parce que moi, j'aime beaucoup l'idée. Je trouve qu'on peut avoir des gigas idées visuelles en te mettant tout un jeu de sons, de vibrations sonores dans une scène d'action. D'avoir toute une scène d'action, je sais pas, en première personne, on est que dans la vue de Matt Murdock, qui est complètement en mode radar sonore. Pour moi, il y a un potentiel de fou à exploiter la vision de Daredevil, surtout qu'on a eu un aperçu de sa vision dans la saison 1, où dans la saison 1, on voit qu'en fait, sa vision, c'est New York en flammes. Et moi, je trouve l'idée super cool parce qu'il est censé être le diable, et donc sa vue, c'est voir New York en flammes. Et donc, limite, il voit presque une peinture à l'huile, comme la peinture qu'observe Wilson Fisk. Et en plus, il y a ce côté infernal qui représente un peu le mythe Daredevil et le côté un peu religieux du personnage, qui voit le monde en feu. Et pour lui, ce n'est pas un hasard de voir ce monde-là. Mais je sais que c'est surtout une question de budget par rapport à Netflix, mais j'ai toujours trouvé ça dommage qu'ils aient jamais exploité la vision de Daredevil pour avoir des effets de mise en scène assez cool, ce qu'avait fait le film Daredevil avec Ben Affleck pour le coup. Donc voilà. Et pour moi, ça reflète encore le fait que Charlie Cox est excellent dans le rôle. C'est que Charlie Cox, en vrai, quand tu le vois comme ça, il a l'air d'être un gars normal, en fait. Il a pas un visage particulièrement charismatique. Il a l'air d'être juste un mec bien, tu vois. Et ensuite, tu le grilles en Daredevil, tu lui mets des lunettes rouges, et en fait, ça match, en fait. C'est que sans être le canon de beauté ultime, il a un charme qui fonctionne de fou, il a un charisme et une présence qui fait que c'est Matt Murdock, en fait. Et je trouve encore une fois que la mise en scène, pour le coup, je trouve que la mise en scène reste quand même intéressante sur la manière dont on utilise ses capacités d'écoute, dans le sens où ils aiment bien jouer avec les demi-bonnettes, à mettre un focus sur sur l'œil de Matt Murdock et un focus sur la zone qu'il est en train d'écouter. Et donc tu as le flou de la demi-bonnette qui est entre les deux. Et en général, tout l'arc, toutes les identités visuelles et des écoutes de Matt Murdock sont reflétés par des jeux de profondeur de champ et des jeux de demi-bonnette, ce qui sont des techniques assez cool de manière générale. Et d'ailleurs, ça marche très bien quand il y a des séquences où, par exemple, tu as Matt Murdock qui est très mal au point, que ce soit durant la saison 3 ou durant la saison 2, après le tir qui s'est pris par le Punisher. Il perd son ouïe, et là on se rend compte à quel point il est perdu, à quel point il panique, parce que le mec il est aveugle, et en plus maintenant il perd son ouïe. La mise en scène s'amuse vraiment à nous mettre dans la panique du personnage, parce que nous-mêmes, en dehors de la diégèse de la série, on n'entend rien non plus. Donc il y a quand même des jeux de mise en scène qui marchent bien sur les aptitudes et les failles de Matt Murdock également. Donc il y a ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que l'arc sur la main est pas non plus fascinante parce que le truc c'est que pendant 2-3 épisodes, on a juste Daredevil qui fait des missions pour Elektra. Mais du coup on n'a pas vraiment d'enjeu parce qu'on sait pas ce que souhaite Elektra de ses missions. Et du coup je trouve qu'on ressent pas grand chose durant ces missions. Et en plus de ça, il y a quand même beaucoup de scènes d'action, très bien filmées certes, mais beaucoup de scènes d'action contre des Yakuza qui sont pas qui sont bien foutus, mais qui se répètent et qui sont pas forcément giga intéressantes non plus. Il faut vraiment attendre le moment où la main arrive, que là ça commence à péter, parce que je trouve qu'ils ont quand même bien réussi à montrer que la main était plus dangereux qu'un criminel normal, quoi. C'est ça la différence, c'est que un criminel normal, Daredevil le bat en 10 secondes. Un ninja de la main, il va mettre 20 secondes, parce qu'un ninja de la main, c'est un ninja, donc il est beaucoup plus entraîné. En plus, il peut stopper ses palpitations de cœur, il peut baisser sa température, et donc Daredevil aura beaucoup plus de mal à le reconnaître et à le repérer dans l'espace, ce qui les rend beaucoup plus dangereux. Et je trouve que c'est quelque chose qu'ils ont très bien fait quand ils ont réintroduit la main durant le combat autour du gros trou qu'on a eu en l'épisode 9, je crois, où il y a Stick qui revient, qui explique toute la backstory de la Chaste, qui est donc ce groupe qui doit affronter la main, ce qui est aussi le cas des comics. Dans les comics aussi, c'est la main contre la Chaste. Par contre, j'ai toujours trouvé ça dommage qu'ils aient jamais pay-off la scène de fin de l'épisode 7 de la saison 1, où tu as Stick qui parle à Stone, qui est aussi un membre de la Chaste. Et Stone, au final, on l'aura jamais revu depuis cette scène. Stone, on l'aura vu en mode badass, musclé de dos avec des cicatrices. Et après ça, on l'aura jamais vu dans Defenders s'il n'y a plus de Chaste. La Chaste a été détruite, Stone, on ne le reverra plus. Donc il y a quand même 2-3 défauts qui sont un petit peu décevants quand même dans la série, mais c'est pas grand chose au final à l'échelle de la qualité qu'on nous a donnée. Mais voilà, dans ce combat-là, Daredevil et Elektra ont failli mourir, c'est Stick qui les a sauvés. Et ensuite, tu as la séquence où tu as Daredevil qui se fait empoisonner par un gamin ninja de la main, qui l'a quasiment tué, et il a fallu que Elektra l'égorge pour qu'il survive, quoi. Donc je trouve qu'ils ont bien réussi à nous montrer à quel point la main était extrêmement puissante, et qu'ils étaient beaucoup plus forts que des criminels normaux. Après, malheureusement, au fur et à mesure que la série avance,
bah les membres de la main deviennent de plus en plus des PNJ en fait. Donc il y a quand même, donc ensuite il y a des combats où ensuite Daredevil les bat de façon beaucoup plus facile et c'est moins intéressant et moins cool. Même s'il y a 2-3 scènes d'action assez cool, il y a une scène d'action qui est assez intéressante où justement bah tu as Daredevil qui a des problèmes d'écoute et qui essaie d'écouter la voix de Stick qui lui dit bah qu'est-ce qu'il doit écouter sur la manière dont il doit repérer ses adversaires qui sont les ninjas de la main. Donc par exemple. Et j'ai aussi trouvé le personnage de Nobu beaucoup moins intéressant en termes de scènes d'action, puisque Nobu revient avec des cicatrices, etc. Et les scènes d'action de Nobu sont beaucoup moins intéressantes parce qu'il avait quand même malmené Daredevil en saison 9, en saison 1, épisode 9, et là, il se fait quasiment battre par Daredevil dans quasiment chaque combat. Après, je pense que ça peut se justifier par le fait qu'il a été ressuscité, et par le fait qu'il ait des brûlures partout dans le corps. Mais je trouve que ces scènes d'action sont quand même beaucoup moins intéressantes, et que ça reste un méchant qui aurait peut-être mérité plus de développement en tant que grand méchant entre guillemets de cette saison 2, mais il n'a malheureusement pas eu droit à ce développement nécessaire. On a aussi le personnage d'Hiroshi qui vient aussi des comics, qui est un membre de la main aussi. Et j'ai bien aimé j'ai bien aimé comme le délire mystique qu'ils ont introduit, parce que c'est aussi à ça que sert la main dans l'univers de Daredevil, c'est introduire un peu de mysticisme, de fantastique à son univers. Donc avec toutes ces personnes dont ils ont drainé le sang, qui sont devenus des espèces de zombies qui bossent pour la main. Je trouve qu'il y avait vraiment un concept assez intéressant de ce côté de personnages qui ressuscitent, de zombies, de trous mystiques dans le sol, de ninjas qui empoisonnent des gens. Je trouve que le lore est très bien, et que ça fonctionne bien. Puis Stick est un personnage qui est toujours aussi intéressant. Et il y a une scène d'action que j'avais bien aimée où t'as Elektra qui affronte un méchant français, et du coup t'as une séquence où tu as les deux acteurs qui parlent français, ça c'est cool parce que les acteurs sont français, Elodie Yung est française, donc c'était sympa. D'ailleurs je trouve ça drôle que du coup Elodie Yung a plus un accent français qu'un accent grec, au final, vu qu'elle est française à la base, là où Elektra est censée être grecque. Mais bref, on s'en fout dans l'absolu, mais je trouve ça marrant. Je trouve qu'elle a une vibe, elle a un peu une vibe Sofia Boutella dans ce délire-là. Je trouve d'actrice française qui joue beaucoup à l'international, et qui est très forte dans les chorégraphies d'action aussi, par exemple. Et cet arc-là était sympa, mais sans plus, parce que je trouve qu'il finit un peu en cacahuète, quoi. C'est que il y a eu le twist ils ont fait le twist du Black Sky. Et le twist du Black Sky, je le comprends pas, parce que dans la saison 1, on te fait comprendre qu'il y a plusieurs Black Sky, et qu'en saison 1, Nobu avait récupéré un Black Sky, que Stick a tué après. Et là, en saison 2, on t'explique que Elektra est la seule et unique Black Sky. Et que donc la Black Sky, c'est l'espèce d'entité que vénère la main, l'entité de malade que la main vénère de tout son cœur. Et que donc, il n'y a que elle, il n'y a pas d'autre Black Sky, il n'y a que elle, c'est la seule chef de la main, il n'y a que elle qui compte. Et donc ça crée une incohérence par rapport à la saison 1 où on te fait comprendre qu'il y a plein de Black Sky différents. Donc pourquoi ils font une fixette sur Elektra s'il y a plusieurs Black Sky, alors que là dans cette saison 2 ils te disent clairement que c'est elle la Black Sky. Surtout que le twist est sympa dans l'absolu, puisque ça remet en question l'allégeance de Stick qui veut tuer Elektra aussi. Et ça mène du coup à l'épisode final. Et l'épisode final, pour le coup, est assez décevant, je trouve. C'est qu'autant il y en a beaucoup qui aiment pas l'épisode final de la saison 1, que moi j'aime beaucoup, autant la saison 2, moi je suis très déçu par le final de la saison 2. Après, pour aller sur le final, il faut quand même parler de la finalité du Punisher, où je trouve que l'affaire judiciaire est très intéressante, de voir sa relation avec Karen se construire, de le voir se faire libérer par le Caïd, de voir sa rivalité avec le Caïd, qui est très comics accurate, sa scène d'action brutale dans la prison qui est parfaite, et la manière dont il essaie de découvrir qui a tué sa famille, et son discours iconique au tribunal où il dit qu'il est le Punisher et qu'il les emmerde tous, et la manière dont on confronte le point de vue des différentes personnes au tribunal, dont le fils d'un criminel qui veut qu'il meure, parce qu'il a tué son père, le Punisher. Donc je trouve que l'arc du Punisher était assez intéressante, jusqu'à qu'il s'évade de prison. Quand il s'évade de prison, tout part en couille. Parce qu'en fait, il y a tout le délire du Blacksmith, donc cette espèce de dealer de drogue, qui aurait organisé le deal qui a mal tourné dans le parc, où la famille de Castle s'est fait tuer en tant que dommage collatéral de ce deal, en fait. Du coup, le twist de ce truc-là, c'est que c'est le général Schoonover, joué par le très bon Clancy Brown, qui est le Blacksmith. Ce général qui était le général du coup de service de l'armée de Frank Castle en fait. Et je trouve que cet arc-là n'a aucun sens. D'où tu as le général, figure paternelle de Frank Castle, qui va organiser un deal de drogue avec les Mexicains, les Dogs of Hell, les Irlandais, tous en même temps dans le parc, à Central Park, pile à l'endroit où il y avait la famille de Frank Castle qui faisait un pique-nique. Et donc pile poil, c'est sur la famille de Frank Castle qu'ils vont tirer quoi. Genre pile au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi. Ça n'a aucun putain de sens, c'est le hasard. C'est quoi ce hasard de fou? C'est ton colonel qui a fait tuer ta famille, mais sans faire exprès, genre. Genre, c'est mal tombé, c'est tombé au mauvais moment. Et je trouve que cet arc-là a été extrêmement mal foutu. Et heureusement que la série Punisher va retcon ça, en disant que la mort de Frank Castle fait partie d'une plus grosse conspiration, et ce sera beaucoup mieux foutu dans la série Punisher.
Mais tout l'arc du Black Smith, je trouvais, était très très mal foutu, très très instable. Et je trouvais que c'était très très bizarre le fait que ce soit à la fois soit un dealer de drogue, à la fois soit un militaire. Et c'était très très bizarre comme délire, et j'ai eu du mal avec ça. Et pendant 3 épisodes, ça nous a pris à la tête, et c'était pas très intéressant. Jusqu'à que Frank Castle le tue, et qu'enfin, il assume son moniker de Punisher. Et donc il va choper tout l'armement, tout le gilet pare-balles de Schoonover. Il va retourner chez lui, brûler son chez lui, et donc abandonner son passé a priori. Bon, ce qui est faux parce que dans la série Punisher, tout ce qu'il a à faire durant toute la série, c'est venger encore la mort de sa famille. Donc la symbolique ne marche plus malheureusement. Mais du coup, il devient enfin le Punisher en s'inspirant de la balle qui aurait dû le tuer et qui symbolise limite sa renaissance en tant que Punisher. C'est que cette balle-là a tué Frank Castle et a fait naître le Punisher. Donc j'aimais la justification de la naissance de son crâne, du coup tagué sur le gilet. Par contre, le final, comme je l'ai dit, c'est une très très grosse déception, quoi. Si vous étiez là pendant la promo de la saison 2, on avait plein d'affiches avec le Punisher avec son costume, on te le vendait même avec un minigun, donc on s'attendait tous à voir le Punisher flinguer les membres de la main avec un minigun, faire un team-up avec Elektra, je sais pas, et là, en fait, non, il fait juste des tirs de sniper, on le voit au loin, et ensuite on le voit se barrer avec son costume, avec son minigun, quand sa maison explose, c'est tout. On le voit quasiment jamais en costume de Punisher, et son intervention dans le combat final est extrêmement décevante par rapport à ce qu'ils nous ont vendu. Et c'est vrai que tout le build-up qu'on a eu sur Punisher est du coup, au final, très décevant. Au final, tout comme le build-up qu'on a eu sur Elektra qui est très décevant aussi, parce que désolé, moi j'ai trouvé le final très très nul. Assez raté dans le sens où j'ai bien aimé l'idée de prendre en otage tous les ennemis, tous les gens que Daredevil a sauvés, mais j'ai pas du tout aimé ce combat final sur le toit, qui n'a aucun sens. C'est qu'il y a genre 20 ninjas de la main, et tu as Daredevil qui va juste affronter Nobu, et tu as Elektra qui va buter elle-même toute seule tous les ninjas de la main, toute seule, sans aucune aide, et elle va quand même réussir à quasiment tous les tuer. Ce qui n'a aucun sens avec ce que représentait la main précédemment en termes d'échelle de puissance. Et j'ai juste trouvé ça super kitsch, quoi. C'est que Elektra les démonte tous d'un coup, et ensuite on t'adapte la mort d'Elektra, de façon complètement différente des comics, avec Nobu qui tue Elektra sans faire exprès parce que Elektra s'interpose entre Daredevil et Nobu. Ce qui est une mort extrêmement cliché du sacrifice de personnage, et qui était aussi très évident parce qu'il y avait une scène avant où les deux étaient en train de dire qu'ils allaient tous mourir, donc tous deux mourir. Donc je trouve que la mort d'Elektra est extrêmement ratée pour le coup, et le seul truc que je retiens de pas mal dans le combat final, c'est la mort de Nobu qui fait très blague. Ça m'a beaucoup fait penser à la mort de John Garrett dans Agents of S.H.I.E.L.D., où on pense qu'il va revenir en tant que grand méchant, et là boum, il se fait décapiter quand il se retourne par stick, ce qui était assez drôle pour le coup en termes de mort. Mais là pour le coup on est encore sur un point où le film de Ben Affleck est bien meilleur, parce que le film de Ben Affleck a vraiment adapté la mort d'Elektra de façon comics accurate, et la mort d'Elektra était superbement bien adaptée. La mort d'Elektra tuée par Bullseye, le tireur, et ça marchait excellemment bien en termes de sadisme que Bullseye représente, là où dans cette saison-là, la mort d'Elektra est extrêmement cliché, prévisible et pas très intéressante. Donc voilà pour le coup pour cette saison de Daredevil, où du coup Daredevil ensuite révèle son identité à Karen Page, et comme j'ai pu vous le développer, j'ai trouvé ça assez mou. C'est bien, en termes d'objectivité, c'est une très très bonne saison, quoi. Vraiment, les 4 premiers épisodes avec le Punisher, c'est dinguerie. L'arc avec la main est plutôt bien, de manière générale, mais elle est pas incroyable. Elektra est un superbe personnage qui a une très bonne évolution, où tu te demandes si elle va devenir gentille ou méchante, et tu sais jamais dans quel pied elle va danser, en fait, sur quel pied elle va danser. Et ça marche très bien avec l'interprétation d'Elodie Young. Daredevil a un nouveau basque qui est plus comme Accurate, qui marche bien aussi, et puis tous les personnages évoluent de manière assez intéressante. Mais tu as l'arc du Blacksmith et tout la fin de l'arc Punisher qui est flingué, le combat final qui est flingué, et tu as un milieu de saison qui est un peu mou du genou malgré tout. Donc une saison 2 quand même qui est plus faible que la première. Est-ce que c'est le moment d'évoquer vite fait Defenders ? J'ai envie d'évoquer vite fait Defenders, la série crossover, parce que j'ai revu vite fait Defenders et c'était vraiment décevant. En plus ils avaient Sigourney Weaver en grande méchante de la série, et ça c'est la classe. Et t'as la main en grand méchant de la série, et déjà ils avaient déjà commis l'erreur de base de faire de la main les pires ennemis des Iron Fist, déjà. Alors que la série Iron Fist est détestée par tout le monde, et donc tu relis l'univers d'Iron Fist à la main, et du coup ça rend le truc encore moins intéressant et encore plus chiant. Et en plus, désolé, mais moi ça me sort du truc que Daredevil soit le seul mec qui a un costume de toute l'équipe. C'est que Iron Fist il est en jogging, Luke Cage il est en sweat, Jessica Jones est en écharpe. Genre, moi ça me sort du truc, c'est que ça c'était vraiment les limites de l'univers Marvel Netflix, ce délire-là. C'est le fait qu'ils assumaient pas le fait qu'ils faisaient des séries de super-héros en fait. Et donc ça c'était assez chiant.
Sigourney Weaver, pour le coup, jouait un très bon personnage, qui était la méchante Alexandra Reid, inventée pour la série, qui était ce personnage-là qui était malade, et qui, durant toute la série, essaye de retrouver l'immortalité, parce que c'est une meuf qui a vécu des milliers d'années. Et j'ai bien aimé la relation de fille qu'elle s'est créée avec Elektra, qui était donc devenue la Black Sky. Par contre, la Black Sky, c'est comme une sacrée arnaque. Dans le sens où la Black Sky, pendant toute la série d'Daredevil, on te voit que le Black Sky, c'est le truc ultime de la main, c'est le truc qui va changer toute l'histoire de la main, c'est le truc qui va leur permettre de régner sur le monde. Et en fait, la Black Sky, juste, elle se bat bien. Il n'y a rien de plus sur le Black Sky, en fait. Il y a pas dans les comics, la main vénère une créature mystique qui s'appelle la Bête, qui est une espèce de démon surpuissant. Là, le Black Sky, je pensais qu'on allait arriver sur ce délire-là des comics, et en fait, non. En fait, le Black Sky, c'est juste une meuf qui se bat bien, c'est tout. Il y a rien de plus que ça, et c'est pas intéressant du tout, pour le coup. C'est très très décevant, et en plus de ça, on sent qu'ils ont plus de budget, quoi. C'est que, en dehors de Sigourney Weaver et de Madame Gao, qui sont charismatiques, qui sont présentes, il y a les autres chefs de la main n'ont aucun charisme. On te dit que l'un des chefs est genre le chef de Nobu, et Nobu avait plus d'aura que son chef, quoi. Donc déjà, et en plus ils ont remake la séquence où t'as Tywin Lannister dans Game of Thrones qui découpe un chevreuil. Ils ont fait la même scène pour introduire le chef de Nobu, du coup, dont je n'ai plus le nom, et on s'en fout en vrai. Et en plus de ça se voit qu'ils n'avaient pas de budget parce qu'il n'y a aucun ninja quasiment dans The Defenders. C'est que Defenders, on affronte la main, tu t'attends à une invasion de ninjas contre les Defenders, quoi. Avec des épées, avec des katanas. En fait, non, t'as juste des mecs en jean et en jogging aussi, quoi. Et du coup, pour moi, ça a tué toute la crédibilité de la série, en sachant qu'en plus, comme c'est le rythme Netflix, la série met 3 épisodes pour réunir toute l'équipe et pour qu'ils se rencontrent, en plus. Les seuls trucs que j'évoquerai positivement, c'est les visuels, qui sont la photographie qui joue sur les codes couleurs de tous les personnages, et tu as le fameux épisode 4 qu'ils ont dans un restaurant où tu as du coup tous les codes couleurs de tous les personnages qui sont mélangés parce que c'est la première fois qu'ils sont ensemble dans un décor, là où l'environnement visuel de la main est beaucoup plus blanc, pâle et épuré, ce qui les met en opposition avec les couleurs des Defenders. Ça, c'est le truc que je peux en dire de positif. Sinon, les perturbations de Iron Fist, Luke Cage et Jessica Jones, pour moi, sont un peu trop séparés de l'intrigue principale, parce que c'est surtout l'histoire de Daredevil et d'Iron Fist, en fait, l'histoire de Defenders, c'est leurs ennemis à eux qui attaquent New York. Du coup, je trouve que Jessica Jones et Luke Cage sont un peu trop mis sur le côté, et Iron Fist, ça m'avait pas manqué de revoir des scènes d'Iron Fist, quoi. C'est que c'est censé être le personnage le plus sage, le plus zen possible. Iron Fist, c'est un ninja, et le mec, c'est le mec le plus colérique, le plus détestable, le plus insupportable des héros, quoi. Le mec, il pète un plomb, il devient colérique très très facilement, mais comment ils ont eu cette idée de merde de la série Iron Fist à Defenders, quoi. C'était insupportable. Et puis j'ai toujours détesté l'effet de son point d'acier, qui est juste une espèce d'effet verluisant, en fait. Il n'y a pas plus que ça, c'est juste un point qui tape fort, en fait, le point d'acier. Il n'y a rien de plus qu'ils ont fait avec. Et c'est très décevant, en plus du fait qu'il n'y ait pas de costume, donc bon. Et les scènes d'action sont beaucoup moins bien filmées que dans la série Daredevil, dans le sens où c'est beaucoup plus surdécoupé que dans la série Daredevil. Et le final, c'était quasiment que des scènes d'action sur scènes d'action avec des trucs kitsch au possible. Moi, je déteste ce concept où tu as des mecs qui ont genre 30 ans, qui affrontent des ninjas immortels qui existent depuis 3000 ans. Désolé, mais logiquement, les ninjas immortels, ils te démontent directement parce qu'ils ont 3000 ans d'expérience. Alors que là-dedans, ils galèrent contre Daredevil, alors que Daredevil, il est là depuis 30 ans. Donc ça, c'est un concept que j'aime pas de base. Et puis, comme je dis, c'est très très cheap. Genre, Madame Gao qui se frotte contre Jessica Jones et Luke Cage, c'est très 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 cheap comme délire. Et j'ai pas du tout aimé ce délire-là. Et le combat final, qui est censé être le gros combat ultime des Defenders, tu mets du hip-hop par-dessus, ça gâche tout l'épicness du truc. Et tout le twist où en fait tout ce que la main veut c'est récupérer des ossements de squelette de dragon pour voler le liquide qu'il y a dans ce squelette, dans ces ossements. Ah, c'est pas ouf, quoi. Nous on veut la bête, on veut des monstres, on veut des démons, on veut des trucs mystiques. On veut pas des os de dragons, quoi. C'est pas intéressant du tout. Donc voilà, là je vous fais une review très très rapide de Defenders, et puis à la fin t'as Elektra qui tue Sigourney Weaver et qui devient la grande méchante, et tu sais pas pourquoi. C'est que Elektra d'un coup elle devient méchante. Elle a l'air d'être redevenue elle-même, d'avoir retrouvé tous ses esprits, et malgré tout elle devient méchante, et elle veut quand même assouvir le plan de la main qui est pas du tout en adéquation avec le plan qu'elle avait elle durant la saison 2 de Daredevil. Ça n'a aucun putain de sens ce qu'elle veut faire, Elektra. Donc cette série, et puis à la fin du coup t'as Daredevil qui se sacrifie avec Elektra, ce qui va nous mener à la saison 3, c'est pour ça que je parle de Defenders, parce que sinon tu comprends pas la saison 3 de Daredevil, si t'as pas vu Defenders, ou en tout cas les premières secondes de la saison 3, mais Defenders c'était quoi cette galère en fait. Voilà, c'était extrêmement moyen, pas mauvais non plus, mais extrêmement moyen. Et puis c'est aussi dans cette série-là qu'on dit au revoir à Stick, qui était un très bon personnage, et j'ai bien aimé son rôle à la Nick Fury dans cette série. Donc merci à lui, et Scott Glenn pour le coup était vraiment né pour le rôle de Stick. Vous regardez les images des comics de Stick,
vous voyez Scott Glenn, c'est le même personnage. C'est vraiment Scott Glenn, il est excellent en stick, j'ai vraiment adoré son personnage, vraiment ce vieux connard qui parle comme un vieux bougre, qui n'a rien à faire. Vraiment stick, le GOAT, on va dire. Et cela nous mène à la saison 3 de Daredevil, qui est pour moi bien meilleure que la saison 2 de Daredevil. Pour moi, peut-être pas au niveau non plus de la saison 1, dans le sens où je trouve que la saison 3 de Daredevil est complètement différente des deux premières saisons. C'est que le démarrage de la saison 3 de Daredevil est très particulier en termes de ton et de style, et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est dans le sens où cette saison est très contemplative, cette saison est très psychologique. C'est que dans cette saison, la série démarre avec le plus gros effet spécial de l'histoire de Netflix. C'est donc Daredevil en forme de croix du Christ qui tombe des débris dont il était supposément mort. Et donc dans cette saison-là, on est en train de déconstruire Matt Murdock en fait. C'est qu'on s'inspire beaucoup de l'arc Born Again de Frank Miller, qui est un peu l'arc culte de Born Again de Frank Miller. C'est le panthéon du travail de Frank Miller sur Daredevil. Donc un peu après ils ont un peu tout adapté avec Frank Miller, ils ont adapté les origines de Daredevil, ils ont adapté la main Elektra, et là maintenant ils nous adaptent Bullseye et Born Again. Donc il faut savoir que le comics Born Again se base sur le fait que Karen Page, étant devenue une junkie dépressive et alcoolique, elle va dévoiler sans faire exprès l'identité de Matt Murdock. Cette identité va se diffuser, va se retransmettre jusqu'à l'oreille du caïd de Wilson Fisk, qui va apprendre que Daredevil est Matt Murdock, et du coup il va se servir de cette information-là pour gâcher la vie de Matt Murdock. Il va détruire sa maison, son appartement, et il va engager un psychopathe imposteur pour se faire passer pour Daredevil et pour gâcher l'image publique de Daredevil. Il va enfermer Matt Murdock dans un taxi vide pour essayer de le faire tuer. Il va engager son fixeur Felix Manning pour essayer de faire tuer Daredevil. Et Matt Murdock, lui, pendant tout le comics, va essayer de se réfugier du coup dans la chapelle de sa jeunesse, donc chez sa mère, donc Maggie Murdock. Et à la fin du comics, du coup, Daredevil va réussir à rétablir son identité, à faire un deal avec le caïd et à sauver les meubles de ce comics-là, quoi. Et donc là, tous les éléments que je vous ai cités sont dans la saison 3. Ça, c'est toutes les inspirations qu'ils ont reprises dans la saison 3. Le taxi, la mère de Daredevil, le caïd qui apprend l'identité de Daredevil, Karen Page qui plus ou moins lui confirme l'identité de Daredevil, puisque Karen Page lui confirme au caïd durant la séquence où elle le provoque dans le penthouse. Et puis ils ont eu cette idée de génie du coup de faire de Bullseye, cet ennemi iconique de Daredevil, le pire ennemi de Daredevil avec le caïd, le mec qui se fait passer pour Daredevil. Je trouve que c'était une idée de génie par rapport aux comics, où normalement c'est juste un mec random. Là ils ont très bien utilisé ce délire-là, et puis ils ont vraiment respecté le ton du comics Born Again, qui est ce ton dépressif. En fait c'est un ton sans espoir. C'est que Daredevil a tout perdu, il est pauvre, il a plus rien, il a perdu sa foi, il a perdu son costume, il a perdu toute chose. Et pendant ce temps, tu as le caïd qui lui va monter en grade et va avoir le droit à une ascension fulgurante en profitant de cette information de l'identité de Daredevil. Et donc, j'ai mal aux oreilles, donc je lève un peu comme ça. Voilà. Et donc, c'est exactement le ton pour lequel a opté cette saison 3 de Daredevil, qui prend beaucoup son temps, dans le sens où les autres saisons ont quand même beaucoup de nœuds narratifs. Cette saison-là n'en a que 2 ou 3. On a toute l'arc avec la mère de Matt Murdock, donc toute la partie avec la sœur Maggie. On a les origines de Bullseye, et tout ça tourne autour d'un seul arc unique, qui est que tous les personnages gravitent autour du fait que tu as Wilson Fisk qui est en train de s'évader de prison et de prendre le contrôle du FBI. Et cette saison 3 raconte quasiment que ça en termes de ligne narrative, ce qui est quand même beaucoup moins que tous les arcs qu'on a vus en saison 2 et en saison 1. Et ça n'empêche pas pour autant d'avoir une saison absolument excellente, quasiment. C'est une saison qui est extrêmement contemplative, qui prend beaucoup son temps. La mise en scène est différente aussi. La mise en scène n'est pas la même non plus que dans les 2 saisons précédentes. On sent qu'il y a une équipe différente dans la mise en scène. Vu que là, la caméra est beaucoup plus libre. C'est que la caméra peut se balader d'un plan à l'autre. La caméra est moins soignée en termes de visuel. C'est que, une grande partie de la saison se déroule dans un penthouse, mais on a des visuels beaucoup plus épurés, beaucoup plus lisses. Et la caméra accepte d'avoir une approche beaucoup plus documentaire, beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus œil humain que l'approche léchée et esthétique des 2 saisons précédentes, même si on retrouve quand même des plans et des money shots très esthétiques dans cette saison également, mais la mise en scène est quand même différente, je trouve. Il y a une patine vraiment différente, plus terre-à-terre et plus réaliste que dans les saisons précédentes. Genre l'introduction de Ray Nadim, tu vois juste un père de famille qui est en train de fêter une fête avec sa famille, et ensuite tu vois que c'est un agent du FBI, mais du coup on filme vraiment les choses de manière banale en fait. Et je trouve que c'est ça qui marche à l'immersion dans cette saison 3.
C'est que tu vois Matt Murdock qui est tapis sous son lit durant quasiment 3 épisodes entiers, qui essaie de revenir dans Daredevil, qui essaie de se rentraîner à se battre à la boxe, qui entend quasiment plus rien, qui a complètement perdu sa foi dans le Christ, et on prend vraiment énormément son temps à instaurer le comeback de Daredevil, jusqu'à qu'il récupère enfin Louis, et au moment où il récupère Louis, la première chose qu'il entend, c'est que Wilson Fisk est en train d'être transféré de la prison pour être emmené dans un penthouse. Et je trouve que ça, c'est une idée qui est super cool et qui montre la malédiction un peu de Matt Murdock, ce qui fonctionne très très bien. Et puis tout ça va toucher Foggy par rapport au fait qu'il va essayer d'être procureur, Karen qui va se rappeler le trauma qu'elle a eu en tuant Wesley, donc tout ça va revenir également, la mort de Wesley va revenir également. Et donc j'ai adoré le fait de voir le Caïd définitivement devenir le caïd, quoi. C'est que le mec va falsifier le fait qu'il se fasse agresser en prison. Il va porter le chapeau aux Albanais qui vont se faire démonter par le FBI à cause de lui. Il va balancer tous ses pires ennemis au FBI pour qu'à la fin il ne reste que lui pour régner dans la ville de New York. Et il va profiter du budget du FBI pour exploiter tous les gangsters de New York pour qu'ils soient à sa merci, en fait. Et donc là on a le vrai caïd. Luquette qui est un homme de main super fort au combat à sa tête, qui en plus Daredevil son pire ennemi en principe. Donc j'adore cette scène de table ronde où tu as où tu as le Caïd qui deal avec tous les criminels, et là il envoie Daredevil pour tuer l'un des criminels, qui était assez classe. En plus voir le Caïd qui commande le FBI, c'est quelque chose qui est effectivement très très stylé, quoi. Ça montre à quel point le mec est intelligent, le mec est influent, et le mec à quel point il a tout dans sa poche, en fait. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant de voir son évolution là-dedans, de voir son évolution dans la saison 2 quand il réussit à devenir le Caïd de la prison. J'ai bien aimé le fait qu'il transfère de l'argent aux familles de toutes les personnes auxquelles il peut se mettre sous sa poche. Et là, dans cette saison, on arrive à voir à quel point il a réussi à se mettre tout le FBI sous sa poche, sauf l'agent Nadim, du coup. Et du coup, le Caïd est un personnage qui est très détestable dans cette saison, parce qu'il va commettre des choses assez hard. Et on voit qu'il fait tout pour sa femme, certes. Et à la fin, ça va être intéressant de le voir au fur et à mesure de la saison acquérir de plus en plus de biens immobiliers qui vont rendre son penthouse plus luxueux, en fait, au fil de la saison. Ensuite, on voit qu'en fait, il a une base avec plein d'écrans de télévision qui sont repris du comics Born Again en plus. Et au fil de la saison, il va manipuler Bullseye, Benjamin Poindexter, pour qu'il devienne Bullseye et pour qu'il devienne son homme de main pour devenir le nouveau Daredevil. Et à la fin, il réussit à se disculper et à enfin porter le costume blanc du Caïd. En plus, j'ai bien aimé la texture de son costume blanc qui était plus chromé, qui avait des reflets un peu partout. Ça changeait un peu de la tiraille en tissu plus classique du Caïd. Mais j'aime bien son design, hein. J'aime bien son costume blanc du Caïd, il devient enfin le Caïd, quoi. Et justement, ils ont fait les références avec le fait que son nom de code par rapport au FBI soit le Kingpin, le Caïd, du coup. Et donc le personnage réussit à s'évader. Et moi j'ai beaucoup aimé cette séquence où il va essayer de récupérer son tableau, donc la patte de lapin dans une tempête de neige, il me semble. Et il parle avec cette femme qui a vécu la Shoah, qui a souffert, et dont ce tableau était son seul lien, le seul lien de bonté qu'elle avait avec sa famille. Et j'ai bien aimé le fait qu'on ait réussi à challenger le Caïd et qu'on ait réussi à le convaincre de ne pas récupérer ce tableau qui est censé être le tableau de sa vie, quoi. Il est extrêmement attaché à ce tableau-là, et là il accepte. Là on voit un peu le degré d'humanité et d'attache que peut avoir Wilson Fisk, jusqu'à qu'ensuite Bullseye gâche tout et tue la dame et récupère le tableau après. Et Vanessa en était contente. Et j'aime bien la relation qu'il avait avec Vanessa, où Vanessa commence un peu à ignorer Wilson, à voir que même si Wilson est là, pas vraiment là, parce qu'il écarte Vanessa de tout son business. Et je trouve que on peut voir ça presque limite comme un début de prétexte à l'intrigue qu'il y aura entre Vanessa et le Caïd dans Born Again, d'ailleurs. Le film, la série télé, pas le comics, parce que c'est pas du tout la même chose, on en reparlera quand on parlera de Born Again. Mais il y a ça qui était intéressant, donc le fait que Vanessa fasse tuer Nadim plutôt que le Caïd, et à la fin, du coup, ils se marient comme dans le comics, du coup, Vanessa Fisk, du coup, Vanessa et le Caïd se marient enfin, et à la fin, tu vois la confrontation avec Daredevil, qui est assez intéressante. Par contre, une déception que j'ai avec la confrontation avec Daredevil, c'est qu'autant le combat est cool, autant on a eu des combats absolument excellents dans cette saison 3. Le combat dans le bulletin entre Bullseye et Daredevil, le combat à l'église entre Bullseye et Daredevil, le plan séquence de 10 minutes dans l'épisode 4 qui était fou. J'avais vraiment, en termes d'action, ils se sont surpassés sur cette saison 3. Et là, cette saison, le combat final est moins bien, parce que je trouve que comme le combat se déroule dans le penthouse, en termes de visuel, en termes de photo, en termes d'esthétique, je trouve que c'est quand même beaucoup moins beau. Et j'ai l'impression qu'ils ont quand même beaucoup moins de frames dans l'image pour créer la fluidité de l'action. Donc je trouve que le combat final est sympatoche, mais il est pas ouf non plus. Mais j'aime bien le climax de ce combat final, qui est le moment où t'as le Caïd, qui se fait laminer par Daredevil, et Daredevil qui est en train de crier, de sortir cette rage profonde qu'il attend lui, qui remet en parallèle la rage profonde qu'a le Caïd et qu'a Dex. Vu que le Caïd va apprendre à Dex, du coup, que pour canaliser sa rage, parfois il est nécessaire de crier pour la ressortir.
Et donc j'ai trouvé ça intéressant de mettre ce parallèle-là à Daredevil qui lui va gueuler à la fin de la saison quand il a enfin battu le Caïd, il l'a tabassé presque à mort. Et donc à la fin ils font leur deal, donc le deal de donc soit tu restes en prison et en échange je touche pas à ta femme Vanessa. Et donc là on a ce plan, là on a ce passage culte des comics, ce plan culte des comics où t'as le Caïd et Daredevil qui se serrent la main et qui font un pacte, qui est un plan qu'on a dans les comics. Et j'ai trouvé ça très désordre qu'ils aient pas fait un plan de profil des deux iconique sur ce moment-là où ils se serrent la main. Parce que c'est un plan iconique des comics et je trouve qu'ils l'ont très très mal adapté dans la série, c'est assez décevant. Voilà. Ça c'est mon petit détail à moi, je suis très chiant comme mec. Et moi j'ai bien aimé voir un Daredevil beaucoup plus rustique, dans le sens où dans cette saison, même si j'ai été triste quand même qu'il ne récupère pas du tout son costume rouge à la fin de la saison, c'est Netflix, que vous voulez, ils ont du mal avec les costumes de super-héros, donc il récupère son costume noir, avec des bandeaux blancs sur ses mains, etc. Donc il a un côté un peu plus boxeur. En fait j'aime bien le fait qu'il a un côté beaucoup plus vénère et boxeur et rustique dans cette saison, Matt Murdock, vu qu'en Daredevil il a un costume qui est encore moins propre que celui de la saison 1, il a vraiment des gants, il a limite des gants de boxeur dans son costume, et même en tant que Matt Murdock, maintenant il s'embête plus à mettre ses lunettes ou à porter sa canne. Là dans cette saison il se fait vraiment passer pour un mec qui voit, donc il est juste fringué en costard cravate comme ça normal, et puis il y a aussi des passages où il se fringue en mode où il s'habille en mode couverture avec une casquette, avec une grosse blouse. Donc on sent le Matt Murdock complètement déconstruit. Je trouve qu'il y a un côté très Dark Knight Returns dans le style de ce Matt Murdock là, qui veut essayer d'éloigner tous ses proches de ce qu'il compte faire, donc de tuer Wilson Fisk, et qui en plus se prend des visions de Wilson Fisk. En plus il a des visions de son père, il a des visions de Wilson Fisk. D'ailleurs, je trouve ça drôle que Wilson Fisk a un costume blanc dans les visions de Matt en premier, et pas un costume blanc dans la réalité. Ça, je trouve ça assez marrant. D'ailleurs, je viens d'apprendre que c'est la fille de David Lynch qui a réalisé cet épisode-là, de la vision entre Fisk et Matt, du coup. Voilà l'anecdote sympa, une pensée à David Lynch encore une fois. Et du coup, on voit qu'il a des visions, on voit qu'il est habillé de manière beaucoup moins classe. Et j'ai bien aimé le fait qu'on découvre une facette de Matt Murdock qui est beaucoup plus enragée en fait. C'est que dans cette saison, il met de côté son métier d'avocat pour accepter le côté diable du personnage. C'est qu'il n'a plus foi en Dieu, il n'a plus foi en rien, mais il a foi en lui-même, quoi. Il est prêt à accepter le fait de mourir et de sacrifier son âme pour sauver la vie, entre guillemets, et ça c'est une thématique que j'ai trouvé super intéressante envers le personnage, qui va se relier à celle de sa mère, du coup qu'on découvre être la sœur Maggie Murdock, avec un épisode flashback qui était intéressant sur la rencontre entre elle et son père Jack Murdock, du coup, et le fait que la foi a fait qu'elle ait quand même choisi d'abandonner Matt Murdock, et après la mort de son père, elle a choisi de l'élever sans jamais dire qu'elle était sa mère, et donc la rage de Matt est très intéressante, et bien sûr elle est compréhensible, mais le personnage de Maggie Murdock est un personnage assez intéressant qui à la fin du coup accepte de devenir le compas moral de Matt à la fin et de remplacer un peu le rôle du père Lantôme, qui était aussi un très très bon personnage qui va mourir dans cette saison en remplaçant l'arc où Karen meurt du coup des comics. Et c'est un personnage qui était très intéressant et qui j'espère reviendra dans Born Again à un moment donné aussi, parce que ce serait pas très cohérent si elle revient pas, par exemple. Et donc tout l'arc religieux, cette saison était beaucoup plus religieuse que les autres, et ça c'était assez cool, dans le sens où la saison 2 était quand même la saison 2 était très axée procès, je trouve, et la religion là est beaucoup plus mise en avant, et je trouve que c'est quelque chose qui était très intéressant. Et donc j'ai déjà parlé de l'arc de Foggy, l'arc de Karen, et donc je pense qu'il est temps de parler de Bullseye, du coup. De Bullseye, on va parler de Bullseye. Moi d'habitude, je suis pas très fan du fait qu'on donne une identité à Bullseye. Parce que pour moi, Bullseye c'est un peu comme le Joker, c'est que le mec, tu connais pas son nom, tu connais pas son histoire, tu sais pas d'où il vient, tu sais pas qui c'est juste un grand malade qui aime le chaos et qui aime détruire tout en fait. Et moi j'ai eu du mal au départ avec le fait qu'on donne une backstory à Bullseye, le fait qu'il y ait carrément un nom, qui est son nom qui est l'un de ses surnoms de l'univers Ultimate, il me semble, Benjamin Poindexter, donc Dex, et... moi j'avais du mal avec le fait qu'on fasse de lui un agent du FBI, qu'en fait ce soit un mec bien à la base, même si en vrai ça n'a pas trop de sens qu'il soit agent du FBI, parce que le mec ça se voit qu'il est beaucoup trop instable, mais bref, petite incohérence. Et ensuite on a eu l'épisode sur sa backstory, qui était superbement bien mise en scène, ça faisait très Légion comme délire, un truc où tu as vraiment Wilson Fisk qui s'imagine la backstory de Bullseye dans le penthouse, et du coup toute l'origine se déroule en noir et blanc dans le penthouse, donc il y a un côté très expressionniste et très très particulier dans cette backstory que j'ai trouvé assez cool, et ça changeait des flashbacks habituels de la série Daredevil pour le coup, et en plus le noir et blanc c'est le code couleur de Bullseye, donc ça passait bien, notamment avec toutes les rêves qu'on a sur Bullseye, sa casquette avec son logo des comics, ses yeux en forme de Bullseye à la fin de la saison également, donc il y a eu plein de petites rêves, et donc comme dans les comics Bullseye était un joueur de baseball, ça je crois que c'est le seul truc qu'on sait de sa backstory dans les comics, donc ils ont repris le délire du joueur de baseball,
Et là, j'ai bien aimé le fait qu'on émette un parallèle entre Bullseye et Daredevil, parce que c'est comme ça que de base fonctionnent les deux personnages. C'est que Daredevil, c'est un mec qui n'a pas la vue, mais qui entend parfaitement bien, et Bullseye, c'est le mec qui a la vue la plus aiguisée au monde. Donc à partir de là, ce sont les opposés ultimes, ce sont deux personnages qui sont très bons au corps à corps, à la différence que Matt Murdock est plus doué au corps à corps en tant que boxeur, là où Bullseye est beaucoup plus doué au combat à distance en balançant des trucs et des objets. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont parfaitement bien reflété durant les scènes d'action entre Bullseye et Daredevil, surtout que dans la scène du bulletin, ils ont parfaitement reflété ça avec cette scène d'action, une espèce de limite plan séquence circulaire qui tourne autour d'eux, où tu vois Daredevil mettre des giga patates à Bullseye, et t'as Bullseye qui lui arrive à prendre l'avantage en s'éloignant de Daredevil et en lui balançant des objets, et des objets assez dangereux, quoi. Il lui balance des ciseaux, des ballons, etc. Donc les scènes d'action entre Daredevil et Bullseye étaient absolument excellents. La scène d'action dans l'église où il essaye de balancer tous les trucs possibles sur la tronche de Karen, ça c'était super cool à voir en termes de boule d'idées, parce que c'est ça qui est cool, c'est que Bullseye pour moi respecte l'une des règles d'or qui est cool à avoir dans les scènes d'action en fiction, c'est d'utiliser ton décor dans les scènes d'action. Tu fais une scène d'action, t'as un décor, sers-toi de ton décor dans l'action, et Bullseye c'est le personnage parfait pour ça, quoi. C'est que tout ce qu'il prend devient une arme mortelle, en fait. Donc les scènes d'action avec lui étaient super cool, et comme j'ai dit, l'idée de faire de lui le nouveau Daredevil est parfait, quoi. Par rapport au comics Born Again, c'est une idée qui marche super bien, puis comme dans les comics, du coup, il commence en tant que bras droit du Caïd, du coup, limite je trouve que le costume lui va mieux à lui qu'à Charlie Cox, limite, parce que je trouve qu'il a une mâchoire qui va limite mieux au costume, et il y a une mâchoire qui fait plus psychopathe. Donc moi j'espère vraiment qu'il aura un jour le costume des comics de Bullseye en noir et blanc, avec ce modèle-là comme costume, en fait. Le modèle du costume de Daredevil, mais en Bullseye, j'espère vraiment qu'il aura ce costume-là, parce que Wilson Bethel est un très bon acteur, et il a la mâchoire parfaite pour le rôle de Bullseye, quoi. C'est que Bullseye, le mec, il a une tête de psychopathe, c'est un taré, il adore tuer, et j'ai bien aimé le parallèle, en dehors du parallèle physique, il y a aussi le parallèle historique, avec le fait que les deux que Matt Murdock et lui ont grandi en tant qu'orphelins tous les deux. Sauf que là où Matt Murdock avait des gens pour l'aider, Dex avait quasiment personne pour l'aider, à part du coup sa psy, sa thérapeute. Mais au moment où sa thérapeute décède, lui va de nouveau exploser et repartir en cacahuète. Et du coup, c'est un personnage qui, malgré tout, on arrive à te le montrer de manière à ce qu'il a toujours été méchant dès la naissance. C'est comme il a vécu orphelin toute sa vie, lui il a tué des oiseaux, il a tué des animaux quand il était petit, il a toujours été un personnage dangereux jusqu'à tuer son prof de baseball. Et donc limite c'est un personnage c'est le diable, en fait. C'est un personnage qui est né dans le mal et qui n'en est jamais ressorti. Il essaye de canaliser ce mal-là en stalkant Julie, qui est censée être sa love interest dans sa tête, mais en fait non, pas du tout, ce qui est quelque chose qui est très très creepy d'ailleurs, et donc en intégrant le FBI, qui va donc, et en intégrant aussi des assistances de suicide, parce qu'il a essayé de se suicider plusieurs fois, et donc en intégrant le FBI pour qu'il trouve un but dans sa vie, et sans ça, lui c'est juste une machine qui explose, et donc je trouve que c'est une idée qui marche bien, de montrer que c'est un mec qui aurait pu peut-être devenir quelqu'un de bien, mais il est tellement né dans le mal et dans la négativité qu'en fait il n'y a aucune chance de rédemption, et donc le Caïd va complètement exploiter ça et va faire de lui l'homme qui était toujours censé devenir être, donc le Bullseye, le tireur du coup. Et Wilson Bethel est vraiment excellent dans le rôle. C'est pas un acteur que je connaissais avant cette série, et vraiment la rage qu'il déplace, le charisme qu'il a, là. Il a vraiment il a vraiment un crâne, un physique particulier qui fait que de base le mec il est assez spécial quand tu le vois. Et dès la scène d'action tu le vois buter tous les Albanais, il est super bien iconisé, et tu comprends que quand t'es fan de comics, tu comprends que t'as enfin affaire à Bullseye, qui est un ennemi que tous les fans de Daredevil adorent quand tu connais le personnage des comics, parce que c'est le personnage qui a le plus gâché la vie de Daredevil. Un peu moins dans cette saison, mais on en parlera plus tard. Peut-être pas dans cette vidéo. Bref. Mais voilà, du coup, le personnage est absolument excellent. Après, c'est vrai que je le trouve peut-être un peu trop sain d'esprit, quand même. En sens, pour moi, Bullseye, c'est un personnage qui prend plaisir à tuer, qui est un vrai taré. Là, c'est vrai que c'est pas un personnage non plus c'est un personnage qui prend un peu de plaisir, qui est très provocateur. Mais c'est pas non plus un mec qui va rigoler, qui va être totalement taré, quoi. Et j'aime bien, et du coup, c'est vraiment la fin de la saison, quand t'as Julie qui meurt, qu'on a le vrai Bullseye, pour le coup, qui va essayer de tuer Wilson Fisk, qui lâche des grands sourires, qui est super sadique. Et là, du coup, on a le droit au vrai Bullseye. Par contre, j'ai été assez déçu qu'ils aient remplacé la chute que se prend Bullseye dans les comics. Parce qu'en gros, dans les comics, c'est Bullseye qui tue Elektra. Et une fois qu'il tue Elektra, Daredevil va rentrer dans une rage folle, qui fait qu'il va quasiment tuer Bullseye et le faire tomber d'un immeuble. Ce qui est aussi quelque chose qu'on a dans le film Daredevil de 2003. Donc c'est encore un point où le film de 2003 est meilleur que la série Marvel Netflix, du coup. Parce que là comme ils voulaient pas faire comme le film de 2003, là ils ont juste fait en sorte que le Caïd prenne Bullseye et lui brise sa colonne vertébrale. Donc à l'angle de la comics, c'est quand il tombe que sa colonne se fait briser par Daredevil. Donc
C'était quand même moins stylé que dans les comics, la façon dont il perd sa colonne vertébrale, mais il a l'air d'avoir un peu la même destinée que dans les comics, où du coup, dans les comics, en fait, on lui crée une colonne en adamantium, créée par le docteur Kenji Oyama, et c'est bien le nom qu'on entend dans cette scène-là. Et donc c'est là qu'il se réveille, qu'il devient Bullseye avec ses yeux. Bon, ça c'était peut-être la séquence un peu trop kitsch de la série Daredevil, cette séquence-là avec ses yeux en Bullseye à la fin. Dans le comics, il est opéré avec de l'adamantium. Bon, maintenant qu'ils ont les droits, peut-être que là aussi il est opéré avec de l'adamantium, on ne sait pas. Ça n'a pas été encore dit dans Born Again. Je sais même pas s'ils le diront, honnêtement. Et comme j'ai dit, c'était une très bonne introduction au personnage de Bullseye qui, bien sûr, mérite beaucoup plus. Hein. C'est un personnage qui est iconique dans l'histoire de Daredevil, il y a plein de choses à faire avec lui. Mais le parallèle qu'ils ont dressé entre lui, le caïd, Daredevil, sa jeunesse, ses capacités physiques, ses scènes d'action et la personnalité de l'acteur. Je trouve que ça en a fait une version. J'aurais peut-être aimé un peu plus de mystère sur sa backstory encore une fois, mais je trouve qu'ils ont quand même créé une version très très bien élaborée, très très bien écrite de Bullseye, et donc c'est une très bonne version. Et je vais terminer, je pense, cette review de la saison 3 sur mon coup de cœur de cette saison 3, qui est l'agent Red Adim, qui est un personnage qui a été inventé pour cette saison 3 de Daredevil. C'est un personnage qui est un... En fait, ce que j'aime bien, ça m'a un peu fait penser à la série Andor. C'est que dans la série Andor, Star Wars Andor, la série Andor est focalisée sur le point de vue d'un rebelle parmi tant d'autres, dans la Grande Guerre contre l'Empire. Et là, dans la série Daredevil, Red Adim, c'est un exemple d'un agent de l'ordre corrompu par le caïd, parmi tant d'autres, dans la saison 3 de Daredevil. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va voir ce personnage-là, on va voir ce personnage petit à petit sombrer dans la précarité financière, qu'il a aidé à soigner le cancer de sa belle-sœur, il me semble. En plus, il promet à son fils d'acheter une piscine, de lui donner la belle vie, il veut donner la belle vie à sa famille, et le seul espoir pour lui d'avoir de l'argent et de gagner cette belle vie, c'est de prendre l'affaire Wilson Fisk au FBI, qui est une affaire qui va être très très médiatisée et qui va lui emporter beaucoup d'argent. Et donc il accepte cette affaire, et ensuite au fil de la série, tu vas te rendre compte que toute sa vie a été manipulée par Wilson Fisk, en fait. C'est que c'est Wilson Fisk qui avait anticipé le dossier de Red Adim et qui a fait baisser les frais pour payer les soins contre le cancer de sa belle-sœur. Et donc toute la précarité financière de Red Adim est due au caïd, en fait. Le caïd a manipulé toute sa vie, en fait. Et ça rend le personnage très attachant parce que c'est un personnage qui s'est fait autodétruire par un homme, juste pour qu'il soit à sa joue, en fait. Du coup, ça le rend attachant. Au début, tu le détestes un peu parce que c'est le flic un peu détestable, c'est l'agent du FBI qui pose les mauvaises questions et qui n'est pas encore au courant du piège auquel il est tendu. Et au fil de la série, il va se rendre compte que oui, il est manipulé, et à la fin, du coup, il y a sa patronne qui va lui faire porter le chapeau, lui faire croire qu'il a tué quelqu'un et l'obliger à bosser pour le caïd, du coup, et Bullseye, du coup. Donc il va commettre des choses auxquelles il va jamais se pardonner, il va libérer le caïd de son penthouse, il va déposer Bullseye à l'église où il va tuer le prêtre, et donc à la fin on se rend compte malgré toutes les erreurs qu'il a commises, c'est quand même un homme bon, un homme qui a du cœur, et qui va accepter d'empêcher la mort de Karen Page, et donc t'as tous les hommes de Fisk qui vont essayer de tuer sa famille, jusqu'à que Daredevil arrive, et va jusqu'à... J'avais oublié cette séquence-là, j'avais oublié que Daredevil lui avait carrément révélé son identité, du coup, dans la saison 3, et donc il lui fait tellement confiance qu'il lui révèle son identité. Moi j'ai bien aimé le team-up entre l'agent Nadim et Daredevil, pour vous c'était assez cool, de voir deux vrais héros, deux agents de l'ordre, entre guillemets, collaborer ensemble pour faire tomber Wilson Fisk. J'ai bien aimé la séquence dans la route, où ils essayent d'esquiver les assassins du caïd, pour qu'ils puissent témoigner contre le juré, et ensuite on découvre que le juré est corrompu, et donc on a cette fin de saison où du coup tu as Red Adim, qui accepte son destin, qui accepte qu'il va mourir, et qui va demander à sa femme de lui dire qu'il était un connard, qu'il était un monstre, pour qu'il ne se fasse pas avoir par les hommes de main de Wilson Fisk, et donc il va se faire tuer par Bullseye dans la piscine, dans le trou de la piscine qu'il a voulu donner à son fils. Donc c'est une mort assez symbolique et assez triste, et on découvre ensuite qu'il avait enregistré toute sa... Ensuite, on découvre qu'il a enregistré tout son témoignage pour faire tomber Wilson Fisk, un témoignage post-mortem qui est légalement valable au tribunal. Même si scénaristiquement parlant, c'est un peu facile que Wilson Fisk se soit fait tomber par un enregistrement vidéo, on va dire. J'ai trouvé que c'était une bonne fin pour le personnage de Red Adim qui, dans la mort, a réussi à faire tomber ses pires ennemis, les hommes qui l'ont tué et qui ont fait de lui, et qui ont anéanti l'homme bien, le modèle qu'il aurait voulu être pour son fils. Et j'aime beaucoup le parallèle qu'ils ont dressé. Ils ont clairement dressé un parallèle entre lui et le père de Matt Murdock, parce que le père de Matt Murdock est aussi mort pour rendre son fils fier. Et donc maintenant le fils de Red Adim va se retrouver dans la même situation que Matt Murdock quand il avait son âge. Et donc c'est un personnage qui reste assez attachant dans ces parallèles entre ces personnages-là, et je trouve que c'était une très bonne invention de la part de la série d'inventer ce personnage-là et de créer cet arc narratif, qui est probablement l'arc le plus humain de cette saison 3, et le plus touchant. Et donc je trouve que cette saison 3, du coup avec l'arrestation du caïd, avec Bullseye qui va revenir, et avec du coup l'ouverture de la firme Nelson Murdock and Page, où du coup dans ces derniers épisodes-là, la seule chose qui puisse sauver Daredevil,
c'est de se réunir avec ses meilleurs amis, donc Karen et Foggy, et ben donc on a le droit à une très très bonne conclusion pour cette saison 3, malgré le combat final que je trouve assez moyen malgré tout. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant, et ça me permet enfin de terminer cette review de cette superbe série qui est Daredevil de Netflix. Des effets, des visuels, la réalisation, les visuels, les scènes d'action, la musique, la photographie, le casting, le respect au matériel de base, aux comics, le rythme général quand même si la saison 3 est plus lente, elle est vraiment stimulante et t'arrives pas à t'arrêter à la regarder malgré tout. Même si elle est lente, ça reste quand même une très très bonne saison, mais je pense quand même que la première restera dans mon cœur quand même. Mais voilà quoi, j'ai adoré Daredevil de Netflix. Et même si pour l'instant je trouve le début de Born Again assez laborieux, j'ose espérer que Daredevil Born Again saura être, non pas une meilleure série que Daredevil de Netflix, mais au moins une bonne série à son niveau, quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez tous vu la série Daredevil avant cette critique déjà. Et merci à tous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à donner votre avis sur la série Netflix Daredevil. On se retrouvera bientôt, je sais pas, vu que la série Born Again se terminera mi-avril. Mais en tout cas, on se retrouvera pour parler de la série Daredevil Born Again quand elle terminera sa diffusion. Et du coup, je pourrai la comparer avec la série Netflix. Les déceptions, les satisfactions, les points qui sont plus intéressants, les points qui sont moins intéressants, bref. Mais de ce pas, sachez que Daredevil c'est très très bien et que Defenders c'est pas ouf. Voilà. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo et ciao.